Oui, en fait, d'abord, je m'entraînais encore, mais après, j'avais de gros problèmes. Genre, j'avais mal au thorax, j'avais des problèmes au cœur, en fait, et je dormais plus et tout. Ouais, ben, je connais des gens qui ont eu, après un vaccin, ils ont eu une myocardite, donc une inflammation du muscle du cœur. Ça, c'est aussi connu comme effet secondaire du vaccin, je crois. Il y a déjà plusieurs incidences, mais il y aura plus de dangers dans les années à venir, je dirais. Par exemple, ouais, chute de glaciers, de sérac. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour le sport outdoor, créateur de la bière endurante et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact@planettrail.com, sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute. Bon, alors aujourd'hui je suis avec Pascal Egli. Alors Pascal, on a été mis en relation grâce à une personne qui est déjà passée sur le podcast et qu'on salue. On va commencer par le saluer et le remercier pour cette mise en relation. Ce n'est autre que Germain Granger qui m'a recommandé de te recevoir. Donc on salue Germain et on le remercie pour cette mise en relation. Alors Pascal, on va parler de pas mal de choses ensemble. Mais d'abord, comment vas-tu ? Bien, merci. Un peu mieux. En fait, je suis un peu fatigué parce que j'ai encore eu le Covid la semaine passée. Mais sinon, je vais bien, merci. Alors là, pour chers auditeurs, pour vous préciser la date d'enregistrement, on est le 12 juillet 2022. J'aime bien faire un petit coucou à nos auditeurs qui nous écouteront encore dans 10 ans, parce que ce podcast existera encore. Donc sachez que oui, à cette période, le Covid est encore en train de sévir. Alors Pascal, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Ok, vite fait. Bon, comme on a dit avant, je suis pas de langue maternelle francophone. À l'origine, je suis suisse-allemand. Je viens de Saint-Gall, c'est à l'est de Suisse, mais j'habite maintenant plutôt en Suisse romande. Je fais du trail, évidemment, surtout du skyrunning, donc plutôt les courtes distances, mais aussi allant jusqu'à 60 kilomètres par là. Les kilomètres verticaux. Et je suis pas seulement coureur, évidemment. Je suis ingénieur en environnement et je viens de terminer mon doctorat en glaciologie sur les glaciers. Voilà. Trop bien. Alors là, tu vois, du coup, j'aime bien les présentations parce que souvent, ça me donne envie de rebondir sur au moins 4 ou 5 questions différentes. Donc après, il faut choisir. Voilà, c'est ça. Euh, alors déjà, tu as dit que tu étais suisse et je vais encore une fois saluer tous les Suisses qui sont passés sur le podcast. Et là, j'ai reçu récemment Christophe Nodorg, épisode 178, qui a battu le record du monde de D+, en 24 heures. Et Cool, voilà, ouais. donc, voilà, j'avais reçu Matt aussi qui avait enchaîné UTMB, Marathon des Sables et non, UTMB, Tour des Géants, Diagonale des Fous. C'est ça. Chaud. Ouais. Voilà. Bon voilà. Donc on salue évidemment nos amis suisses. Alors Pascal, tu disais que tu étais skyrunner et j'aimerais que j'ai pas reçu beaucoup de skyrunner dans le podcast et si tu pouvais expliquer la différence entre le skyrunning et le trail parce que je pense que c'est pas clair pour tout le monde. Ouais, c'est pas très clair. C'est un peu flou aussi la différence. Mais disons, le skyrunning, le concept, c'est vraiment, ok, tu pars d'un village et tu vas faire un, voire plusieurs sommets en courant et tu reviens au village. Et en général, les sommets, ça doit être quand même un peu raide et un peu technique. Donc, il y a des petits passages de grimpe. Il y a au moins 2000 D+, et en général, le rapport D+, à distance, il est élevé. Genre, la moyenne, c'est quand même raide. Par exemple, disons 2000 D+, avec 20 kilomètres, c'est un peu la moyenne. Et après, c'est assez ouvert, mais je dirais il y a toujours une partie un peu technique, voire off-trail, et puis oui, un ou plusieurs sommets.
Ouais, c'est ça, c'est souvent, faut mettre les mains, quoi, hein, ça Oui, ça grimpe dur, et effectivement, les dénivelés que tu cites, c'est quelque chose qu'on a du mal à retrouver en Bretagne. Chez moi, je connais pas ça. oui, c'est normal. Ouais. Alors, Pascal, tu le disais, tu as encore, attrapé le covid, cette fameuse, maladie, qui rôde, depuis, quelque temps maintenant, dans le monde. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire, je vais presque dire cette histoire d'amour, entre le covid et toi? Oui, alors, bon, là récemment, j'ai vraiment, bon, je pensais jamais l'attraper parce que j'ai eu pas mal, enfin, j'ai été à pas mal d'événements, des voyages et tout, et j'ai jamais attrapé. Bon, c'est clair, j'ai fait gaffe, j'ai mis le masque quand je pouvais, mais là, il y a 2 semaines, ouais, 1 semaine et demie en Autriche, j'étais pour un camp d'entraînement, de trail running pour Dynafit, mon sponsor, et ouais, à la fin de la semaine, je suis tombé malade et au final, ouais, c'était le Covid. Mais voilà, l'histoire, ça commence avant parce que, en fait, j'ai jamais eu le Covid, mais j'ai eu pas mal de problèmes suite au troisième vaccin que j'ai eu en février. Et enfin, c'est des problèmes qui étaient quand même, si on regarde les symptômes, c'est très similaire à des gens qui ont le long Covid ou d'autres problèmes dus au virus. Et je pense, ouais, en gros, on peut dire, je pense que c'était une surréaction du système immunitaire à cette troisième dose du vaccin. Ben, c'est clair que c'est dur de prouver quoi que ce soit, mais c'est ce que les médecins disent maintenant. Donc du coup, tu as été, vacciné et à la suite de ça, toi, tu as ressenti, tes performances, qui ont diminué, quoi? Oui, en fait, d'abord, je m'entraînais encore, mais après, j'avais de gros problèmes. Genre, j'avais mal au thorax, j'avais des problèmes au cœur, en fait, et je dormais plus et tout. Du coup, après avoir fait des mesures, par exemple un test Holter, ça veut dire c'est un électrocardiogramme sur 24 heures, on a vu qu'il y avait des grandes irrégularités du rythme cardiaque. Par exemple, il y avait le cœur qui battait juste une fois sur deux au lieu de toujours de tous les fois. Et du coup, j'ai arrêté l'entraînement. J'ai arrêté pendant plusieurs semaines. Après, quand j'ai eu des examens du cœur, ils ont dit que je pouvais reprendre et j'ai essayé de reprendre, mais à chaque fois que j'ai repris un peu les symptômes ont à nouveau augmenté. Donc, ça, au final, ça fait une longue période quasiment sans entraînement. Ouais, plusieurs mois. Et ça, c'était quand le vaccin? Quelle année? En fait, ça, c'était le 1er février 2022? 2022, donc Ouais, il y a 5 mois et demi, ouais. ouais. Et j'étais vraiment en très bonne forme. Genre, ouais, j'ai fait des courses de ski alpinisme et peut-être j'étais en léger surentraînement. Je m'entraînais certainement beaucoup, genre, ouais, une vingtaine d'heures par semaine, et pas mal d'intensité, mais c'est ce dont j'ai l'habitude. Ouais, c'était. Ouais, c'est ça, c'est toujours difficile de mettre, le doigt sur l'élément déclencheur, quand il y a plusieurs possibilités mais toi, tu as la conviction que c'est, à cause du vaccin, quoi? En fait, oui, on a essayé de trouver, comment dire, de regarder qu'est-ce qu'il y a comme raison possible, parce que il y avait des symptômes qui ressemblent pas mal à Borréliose, donc la maladie de Lyme, où ouais, il y aurait pu y avoir une infection, enfin justement par le Covid ou un autre virus. Donc on a testé tout ça. Enfin, on a vraiment fait pas mal d'analyses du sang. On a testé pour le Covid. J'avais pas d'anticorps. Donc on a exclu tout ça, tout ce qui est borréliose et autres. Donc à la fin, c'est vrai que il restait pas grand-chose. Bon, c'est clair, ça se peut toujours qu'il y ait une infection non détectée et d'autres choses. C'est possible. Et que peut-être voilà, ce vaccin, il a juste montré ou révélé ça. Mais à la fin, c'est quand même un peu ça qui reste comme seul événement, en tout cas dans cette période-là.
Et ça a commencé vraiment, ouais, juste après ça. Mais évidemment, il y a pas de preuve. Comme il n'y a pas de preuve que si quelqu'un a, comment dire, quelqu'un a le virus et après il fait une myocardite ou quelque chose, ben, on peut dire oui, c'est fortement corrélé au virus, mais c'est difficile de dire c'est causé. Ouais. Ouais, c'est pas scientifiquement prouvé. Il Ouais. n'y a pas d'études qui montrent que il y a un lien de cause à effet. Oui. Donc voilà. Mais c'est quelque chose que j'ai reçu aussi un autre skyrunner et ultra trailer, Baignade Marmisol, Mhm. sur le podcast, et c'est aussi quelque chose qu'il a vécu, le fait de sentir, enfin du coup là pour lui pour le coup c'était vraiment qu'il avait attrapé le Covid, c'était pas pour le Ah vaccin. ouais. Euh, c'est quelque chose que tu as remarqué dans le milieu des athlètes élites, chez ceux qui l'ont attrapé ou qui ont été vaccinés. Il y a d'autres exemples comme ça? Oui, j'ai parlé, ben, du coup, parce que j'ai aussi parlé de ça. Oui, j'ai eu pas mal de témoignages, soit des gens, voilà, qui, comme Benyat, qui l'ont eu du virus. Certainement, probablement, il y a plus de gens qui ont eu ce genre de problème du virus. Évidemment, parce que bon, le virus c'est le pathogène, c'est vraiment, ouais, ça le problème. Mais il y a aussi d'autres qui m'ont témoigné, qui ont eu ça justement du vaccin ou des choses similaires. Donc, il y a par exemple, ouais, il y a la coureuse italienne, Timitra Theoharis, elle a des problèmes très similaires aux miens, mais elle a ça depuis le virus. Et à chaque fois après, elle a eu le vaccin plus tard, et à chaque fois qu'elle a eu le vaccin, ça a à nouveau augmenté un peu les problèmes, mais je pense que c'est juste parce que le système est activé, le système immunitaire. Et puis d'autres, ouais, ben, je connais des gens qui ont eu, après un vaccin, ils ont eu une myocardite, donc une inflammation du muscle du cœur. Ça, c'est aussi connu comme effet secondaire du vaccin, je crois. Et ça, c'est plutôt un truc, un cas connu, normal. Et je dirais, mes symptômes, c'était beaucoup plus diffus, c'était plus dur à expliquer. Parce que maintenant, c'est assez étudié, les myocardites ou péricardites. Mais les arythmies autres ou ouais, j'avais aussi des troubles de sommeil et tout ça, ça c'est beaucoup moins, c'est un peu moins étudié. Ouais, encore une fois, c'est vrai que c'est difficile en fait de faire des. Là, c'est un exemple que je donne souvent sur quand tu changes un élément de ton Mhm. entraînement. Est-ce que c'est vraiment cet élément-là qui fait que tu progresses? Mhm. Tu vois, est-ce que tu vois le fait de prendre cette crème de récupération pour masser tes muscles, est-ce que c'est celle-ci qui fait que tu récupères plus vite, ou est-ce que c'est parce que tu as juste mieux dormi, ou est-ce que c'est parce que tu as juste adapté ton entraînement? Là, c'est toujours difficile de détecter les Ça, causes d'un problème ou de quelque chose qui va mieux. Euh, et c'est ce que tu décris, en fait. C'est difficile de savoir si c'est vraiment ça, en fait, qui a fait que. c'est ça. Hmm. Bon, moi, ce qui m'a aidé un peu, j'ai commencé à lire des articles scientifiques parce que maintenant, il y en a pas mal, vu que les chercheurs, ils s'intéressent vraiment au Covid, vu que c'était quand même un des problèmes numéro un dans le monde, bon, avant la guerre et autres, mais du coup, il y a des articles qui décrivent en fait des cas un peu similaires. Ben, il y a des articles sur les problèmes cardiaques en tout cas, euh, enfin les deux, du virus ou du vaccin. Et en fait, vu que le vaccin, il a aussi enfin, certains mécanismes qui sont similaires au virus, enfin, par exemple, notamment la protéine spike, la fameuse, euh, c'est pas, comment dire, le mécanisme, c'est pas exclu que ce soit certains problèmes surviennent qui sont similaires parce que voilà, le mécanisme est le même. Par exemple, comment s'attache la protéine spike à la cellule. Ça s'attache surtout aux mitochondries et comme sportif, on a beaucoup de mitochondries parce qu'on a besoin de voilà brûler les carbohydrates dans la cellule. Mais évidemment, ça explique pas encore tout. C'est juste comment dire des pistes. Ouais.
Et alors justement, toi, en tant que scientifique, est-ce que tu pourrais, parce que je sais même pas si c'est toujours très très clair pour tout le monde, Ouais. dire tout simplement qu'est-ce que c'est que le Covid? Le Covid, ouf. Bon, moi, c'est clair, moi, je suis pas du tout microbiologiste ou virologue ou quoi que ce soit. Donc, bah, évidemment, c'est un virus, un coronavirus parmi d'autres, mais qui est, évidemment, ses effets sont un peu plus dangereux que peut-être les coronavirus dont on est déjà habitué, qui normalement ils causent des refroidissements, mais bah, ils s'infiltrent. Il s'intègre dans des cellules partout dans le corps s'il arrive et il s'y multiplie dans les cellules et en faisant ça, ben, il cause pas mal de dégâts dans n'importe quel organe en fait où il est. Il peut, enfin, là, ça a surtout été observé dans les poumons, voilà, le muscle du cœur et autres, mais il y a aussi par exemple le foie et autres. Donc il y a plusieurs endroits où il peut causer des dégâts. Ben, mais après, moi je veux pas, comment dire, m'avancer sur les détails parce que je suis pas, ouais, ni médecin ni microbiologue ou autre. Ouais. Ouais, non, c'est sûr, hein, mais enfin, c'est vrai qu'on entend parler du Covid depuis Mhm. plusieurs années maintenant. Ouais. Et en fait, je pense que certaines personnes ne savent toujours même pas exactement ce que c'est. Ouais. C'est ça, je pense. Ouais. Ouais, ouais, ça Mais va, même, Brice. Voilà. ouais, c'est ça. Mais ce qui m'étonne aussi, c'est, il y a évidemment les médecins, ils ont eu beaucoup à faire avec les gens affectés par des problèmes du Covid, mais eux aussi, ils peinent à expliquer certains symptômes. Genre, ils disent, ouais, c'est un truc du Covid, j'ai vu plusieurs fois, mais on sait pas pourquoi. Genre, malgré aussi, parfois, ils ont pas le temps parce que c'est des médecins qui pratiquent. Ils ont pas le temps de lire toute la littérature récente, genre des derniers mois. Parce que voilà, ils traitent des gens, ils n'ont pas le temps de lire tous ces articles et du coup ils peinent à expliquer des symptômes qu'ils observent parfois. Ils disent ouais c'est du Covid mais on sait pas pourquoi. Hmm. Ouais. Alors toi, du coup, maintenant, 5 mois et demi après avoir cette vaccination, et puis connu des diminutions de tes problèmes, enfin de tes diminutions de tes capacités sportives, comment est-ce que ça évolue là maintenant et quel est ton plan pour l'avenir? Est-ce que dois adapter ton programme, ton entraînement, ton Mhm. mode de vie? Quelles sont les recommandations que les médecins t'ont fait? Oui, ben tout d'abord j'étais vraiment content déjà en juin en tout cas, voire déjà fin mai de déjà pouvoir faire du sport léger à nouveau. Ouais, j'étais parti par exemple pour du terrain sur un glacier en Norvège. Bon, évidemment, c'était pas de l'entraînement dont j'ai l'habitude, c'était pas du tout intense, mais au moins j'ai pu bouger en montagne, c'était déjà super beau. Après, évidemment, là, en fin juin, j'ai chopé ce Covid, ce qui m'a un peu, ouais, mis peut-être un pas en arrière, mais ouais, je pense que là, je récupère plutôt bien, donc maintenant, j'espère juste revenir à l'entraînement un peu normal. Mais c'est certes, ça a beaucoup changé dans ma vie parce que aussi c'est moi, j'avais pas seulement ces problèmes cardiaques, mais j'avais aussi beaucoup de fatigue. Comme j'ai dit, un peu des symptômes comme le Covid long. Donc j'arrivais pas à me concentrer toute la journée pour le travail. Et j'ai dû vraiment faire attention à mon hygiène de vie encore plus. Genre manger très sain, prendre les suppléments, genre vitamine C. D'autres, ouais, j'ai pris aussi l'aspirine et autres pendant un moment parce que on m'a dit qu'il y avait peut-être des micro clots, genre des petites coagulations du sang qui me causaient aussi des douleurs et des problèmes. J'ai pris aussi des médicaments qui ont un peu calmé le système immunitaire, donc c'était ce que les gens normalement prennent contre le rhume des foins, par exemple, ça s'appelle desloratadine, et ça m'a aidé un peu en fait. Et c'est assez facile à prendre parce qu'il n'y a pas trop d'effets secondaires.
Mais maintenant, j'espère quand même revenir un peu à la normalité, au moins juste, même pas faire des énormes perfs, mais d'abord juste m'entraîner normalement et être sans tous ces suppléments et, non, et médicaments, parce que normalement, je suis une personne quand même qui s'entraîne très naturellement sans avoir besoin d'un millier de suppléments juste pour me sentir bien ou normal. Voilà. Et c'est vrai que je rappelle quand même que le sport et le Covid, ça, c'est pas recommandé en fait. Quand on a le Covid, c'est pas recommandé de faire du sport parce que justement, tu as tous ces risques de myocardite qui sont associés. Oui. Même si effectivement on a envie en tant que sportif de continuer notre entraînement, mais il vaut mieux prendre son mal en patience et puis retourner à l'entraînement après une fois que c'est réglé cette histoire. Mais c'est vrai que ça doit être quand même un petit chemin du combattant quand même parce que j'imagine que certaines personnes qui nous écoutent ont connu des problèmes similaires aux tiens. Euh, et qu'est-ce que tu leur recommanderais pour se faire accompagner, se faire aider? Toi, c'est quel type de médecin a finalement réussi à t'aiguiller? Parce que, comme tu le disais, les médecins traitants, ils sont un peu sous l'eau. Enfin, c'est qui en fait que tu vas voir quand tu as des problèmes de ce type? Oui, ouais, c'est une excellente question. Moi, j'ai pas mal, ouais, eu de soucis aussi parce qu'au début, aussi, ils te prennent pas trop au sérieux parce qu'en fait, ces symptômes que j'ai, c'est dur à voir dans le sang ou autre. Bon, au final, on a fait ce test Holter et on a pu voir des irrégularités, mais c'était un des seuls. Genre, si tu regardes les valeurs du sang, ça a l'air complètement normal. Et ça, c'est un gros problème. Donc, moi, je recommande de trouver un médecin qui les prend au sérieux, quoi que ce soit. Soit c'est un médecin traitant, un médecin de famille même. Soit c'est peut-être un des spécialistes, par exemple un cardiologue. Mais souvent, les cardiologues, ils sont déjà trop chargés. Et donc, c'est mieux de trouver quelqu'un de plus local, qui est à l'écoute et qui a peut-être juste un quart d'heure par semaine pour s'appeler ou pour parce que moi, j'ai souvent dû tester des nouveaux médicaments ou des nouveaux traitements et pour ça, il faut pas longtemps, mais il faut le proposer au médecin et lui, il ou elle dit oui ou non, on peut tester ça. Et puis, il faut aussi les convaincre un peu parce qu'ils n'ont pas envie de tester quelque chose qui est pas établi, évidemment. Ça, mais aussi, il faut juste avoir patience. Il faut se dire que bah, c'est déjà cool d'être, comment dire, pas malade ou plus trop malade, mais de pouvoir vivre plus ou moins normalement. Et l'entraînement, ça c'est évidemment c'est très important pour des gens comme nous, mais c'est pas la chose la plus importante, je dirais. Donc il faut peut-être trouver aussi d'autres choses qui font plaisir dans la vie. Comme moi, bon, j'ai dû écrire mon doctorat, en tout cas la fin de mon doctorat. Mais c'est dur, il faut être patient. Et alors justement, toi, en tant qu'athlète élite, c'est souvent quelque chose dont on parle peu, mais c'est un peu cette attente au résultat de la part des sponsors, de la part de soi aussi, parce que j'imagine que quand on est attendu sur certaines courses, eh bien, on y prend aussi un peu goût à aller jouer les podiums. Comment est-ce que tu as vécu et comment est-ce que ton entourage pro et parce que ça devient un petit peu pro quand même quand on a des Mhm. sponsors, l'a vécu cette baisse de performance? Oui, en fait, premièrement, je peux dire que mes sponsors, ils ont été très, ils m'ont bien supporté. Ils ont été très compréhensifs parce qu'ils savent que moi, je fais pas semblant pour être malade. Normalement, j'adore m'entraîner très dur, donc ils étaient plutôt OK. Prends ton temps, Pascal. Soigne-toi bien et puis tu reviendras. Et après, c'est clair, les organisateurs, c'est toujours difficile parce qu'évidemment, peut-être comme tu sais, ils t'écrivent, ils demandent tu viens à notre course, alors que moi, je pensais avoir communiqué que je pouvais pas m'entraîner en ce moment, mais souvent, soit les gens, ils voient pas ça, ou ils pensent, OK, c'est passé. Ils sont très optimistes, en fait. Et c'est ce qui est génial. Ils pensent toujours, ah, Pascal, il est en pleine forme et tout. Alors que j'étais pas du tout. Et du coup, tu reçois évidemment des messages où les gens, ils disent, tu viens courir, je sais pas, c'est Gamma ou Montrose ou autre. Et puis, moi, je dis, normalement, je réponds et je dis, bon, ce sera l'année prochaine.
mais j'aimerais bien venir, ouais. Ah, c'est sûr que on salue hein, tes sponsors, c'est déjà très bien en fait qu'ils aient continué de t'accompagner. Donc t'as cité tout à l'heure Dynafit, voilà, mais j'imagine que tu en as d'autres. Ouais, Donc bah écoute, c'est quand même une bonne nouvelle parce que des fois on pourrait penser qu'un sponsor n'attend qu'une chose, c'est des résultats de la part de ses athlètes, mais on sent ouais. qu'il y a quand même de la bienveillance de la part des marques envers les athlètes qu'elles accompagnent de façon générale quand même. C'est ça, de façon générale. Ouais. Bon, trop bien. Alors Pascal, il y a un autre sujet, tu vois, quand je t'ai demandé de te présenter et puis que Mhm. je t'ai dit que j'avais 4-5 questions qui m'étaient venues immédiatement. Parmi elles, il y a celle des enjeux climatiques. C'est un sujet sur lequel je parle de plus en plus sur le podcast et sur mes réseaux en particulier. Euh, Qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie et passionné pour aller jusqu'au doctorat et tu vas nous préciser exactement ce que tu as fait comme type d'études sur justement les glaciers. Ouais, pour moi, je pense que c'était une progression naturelle. Genre, après le master, j'ai fait, bon, pas mal de sport, évidemment, et j'ai fait un stage aussi dans le domaine. Et après, j'ai vu cette position et je me disais que ce qui m'intéresse le plus, c'est quand même essayer de mieux comprendre les processus dans la nature au lieu de bah, juste les appliquer. Évidemment, l'ingénierie, c'est très important aussi de savoir appliquer du savoir et pour trouver des solutions. Mais ce qui m'intéressait le plus à ce moment-là, c'est vraiment comprendre mieux des processus dans la nature. Et mon sujet de doctorat, c'est en fait sur les chenaux sous-glaciaires. Donc, c'est comment l'eau s'écoule sous la glace, à l'interface entre le lit du glacier, le rocher, et la glace. Donc, dans des chenaux. Et en fait, maintenant, enfin, cette époque de réchauffement climatique et de retrait rapide des glaciers alpins, c'est assez important parce que ces chenaux sous-glaciaires, ils contribuent à la détérioration rapide des glaciers. L'eau de fonte Je te coupe, mais transportée. Ouais, ouais. est-ce que c'est ce qu'on appelle le permafrost? Ouais, le permafrost, c'est plutôt le sous-sol gelé, donc le rocher et les, comment dire, les glaciers rocheux. Donc c'est plutôt ce qui est en dessous du glacier ou aussi dans les parois rocheuses à côté. Mais nous, c'est vraiment la glace elle-même. C'est à la surface. Mais ce qui est important, c'est ces chenaux, ce qu'on a découvert, c'est souvent ils s'élargissent beaucoup parce qu'il y a beaucoup de fonte à l'intérieur des chenaux et bah, évidemment parce qu'il y a un grand débit d'eau. Et ça mène à un effondrement de la surface du glacier. Récemment, on a aussi observé des effondrements, par exemple la Marmolada en Italie. Et ces effondrements, évidemment, ça mène à une évacuation des blocs de glace par les chenaux et tout. Ça mène en général à un retrait encore plus rapide du glacier. Et tout ça, c'est lié évidemment au réchauffement climatique? Ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs et d'autres causes? Bon, évidemment, juste la présence des chenaux et tout, ça a toujours été là. C'est pas forcément juste lié au réchauffement parce que il y a toujours la zone d'ablation, la partie basse du glacier, la langue où il y a de la fonte, c'est naturel. Mais c'est juste que maintenant, cette zone, évidemment, ça s'élargit beaucoup vers le haut du glacier et les débits, enfin les quantités d'eau de fonte, ça augmente beaucoup. Donc ça c'est ça qui change avec le réchauffement climatique surtout. La zone d'ablation, donc là où il y a la fonte, ça, ça augmente beaucoup en taille par rapport à la zone où le glacier il est encore en croissance, donc où il y a plus de neige qui s'accumule en hiver que ceux qui fondent. Euh, c'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup à ces processus de fonte parce que ça va être déterminant dans les années à venir pour l'hydroélectricité, pour l'approvisionnement en eau et tout.
parce que bon, il y a encore beaucoup de fonte maintenant, mais quand c'est glacé et se retire, ben d'un coup il y a beaucoup moins d'eau qui arrive et après plus rien du tout de la glace elle-même. Et tu vois, ce sujet de la fonte des glaces, Mhm. et notamment de la mer de glace, tous les ans, t'entends la mer de glace a encore reculé de Ouais. tant de mètres. Voilà. C'est un petit peu comme à chaque nouvel an, tu entends tant de voitures ont été brûlées au nouvel an. Dans les journaux et tous les ans en fait t'entends ça, t'entends ça, t'entends ça, t'entends ça. Mais en fait, si tu fais un recul sur 10 ans et puis que t'accumules tous les mètres de recul de mer de glace, le chiffre est toujours plus violent. Oui, Euh, et finalement, en fait, le fait de l'entendre tout le temps, tous les ans, je crois qu'on ne le mesure pas vraiment l'impact réel au final ouais. enfin, ce que ça fait, ce que ça cause, quoi. Oui, je suis d'accord. On s'habitue un peu, n'est-ce pas? C'est Genre, ça, ouais, c'est ça. Ouais. oh, les glaciers fondent. Ouais, tout le monde le sait. J'ai déjà eu, quand on faisait des mesures sur le glacier, les randonneurs qui passent, ils disent, bon, de toute façon, il va disparaître. Qu'est-ce que vous faites là? Et bon, c'est un peu fataliste, mais c'est un peu vrai, ouais. Mais disons, nous, on est aussi là pour tant que ces glaciers existent. D'ailleurs, les glaciers de taille jusqu'à taille moyenne dans les Alpes, ça, la majorité aura disparu déjà d'ici 2070. Donc, on essaie encore de mieux comprendre les processus tant qu'ils sont encore là, mais aussi pour mieux prédire comment ça va se passer, parce que ça va vraiment créer un changement brusque du cycle hydrologique en été, en tout cas dans les Alpes, et ça va mener à un régime beaucoup plus sec en été, ce qui est quand même vraiment, ça a un fort impact sur toute la société, même pas les gens qui habitent proches des glaciers, mais vraiment plus en aval aussi. Il y aura beaucoup moins d'eau dans les grandes rivières. Donc c'est vrai que même si c'est répétitif et tout, mais ouais, ça concerne presque tout le monde. Et pour bien comprendre, concrètement, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va changer dans le quotidien des gens? Donc, par exemple, maintenant, dans les pays alpins, on avait l'habitude d'avoir toujours assez d'eau en été pour, par exemple, l'irrigation, l'agriculture et tout. Et je pense, à l'avenir, ça va plus être le cas. On va devoir, par exemple, rationner l'eau ou on va trouver d'autres solutions. Par exemple, on va devoir créer de nouveaux barrages pour retenir l'eau, pour pas avoir trop peu dans les périodes de sécheresse en été. Ça, c'est un effet direct. Donc sur l'industrie et l'agriculture, on sait que ben on a beaucoup de centrales nucléaires en France et en Suisse aussi qui sont par exemple refroidies par l'eau de la rivière. Et si la température de la rivière est trop élevée parce qu'il y a trop peu d'eau dedans, ben on peut plus l'utiliser. Donc au pire on doit arrêter des centrales d'énergie juste à cause de ça. Et donc on doit vraiment créer des nouvelles stratégies de comment économiser l'eau, comment distribuer l'eau et aussi peut-être des nouveaux, on doit créer de nouveaux modes de stockage. Ça, c'est un côté, mais l'autre, c'est aussi les dangers naturels. Par exemple, là, on a vu déjà plusieurs incidences, mais il y aura plus de dangers dans les années à venir, je dirais, par exemple, ouais, chute de glaciers, de sérac, ou similaire, ou de Glacier Lake Outburst Flat, donc des crues parce qu'il y a des poches d'eau dans la glace. Et, ouais, donc il y a pas mal de choses à venir, ouais. Alors c'est quelque chose dont je parlais avec Jonathan Labarre, c'est un Ouais, aventurier. Tu ouais. connais? Et je connais pas, non. Tu connais pas? Et en fait, il fait comment dire, des ascensions, des courses. Il appelle ça des courses Mhm. sur cascade de glace et puis des aventures comme Ouais, ça en joli. Norvège. Et c'est effectivement quelque chose qu'il décrivait justement ces phénomènes qui sont nouveaux et qu'il va falloir que les sportifs et aussi que la population même de manière générale euh, s'adaptent en fait à ces Mhm. nouvelles conditions de la nature quoi. C'est ça.
Oui, après du point de vue d'un sportif, c'est clair, ça a déjà commencé disons la saison de l'alpinisme, ça a changé un peu. Si on veut faire certaines voies exposées, raides ou difficiles, on les fait maintenant plutôt en printemps, voire en hiver, même sur les 4000, au lieu de les faire en juin, juillet, août. Surtout en août, c'est devenu très dangereux parce que les glaciers deviennent très secs et justement, il y a les chutes de rochers, aussi les séracs. Il y a plus de crevasses ouvertes. Donc, certains itinéraires bien fréquentés avant en juillet, ils ne les sont plus maintenant, déjà. Ça a beaucoup changé depuis il y a 30, voire plus, voire 50 ans. Et euh, tu sais, il y a une phrase célèbre, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ouais, L'eau qui fond, elle va quelque part. oui. Pourquoi est-ce que c'est très naïf et volontairement ma question, hein. Mais pourquoi est-ce qu'on l'utilise pas cette eau qui va ailleurs pour ce dont on a besoin et puis on la ramène là où on a envie? Oui, donc là, c'est vraiment, comment dire, les glaciers en été, c'est vraiment un stockage temporaire parce qu'évidemment, c'est pas de l'eau stockée éternellement là, mais c'est plus, comment dire, les glaciers, ça agit comme un réservoir temporaire. Et évidemment, c'est ce qu'on fait déjà un peu dans les Alpes, on la stocke dans les barrages, mais peut-être qu'à l'avenir, ça va pas être assez. Mais c'est certain, maintenant, c'est ce qu'on fait. On turbine beaucoup d'eau parce que on a beaucoup de fontes de glaciers plus qu'avant et même plus que ce qui était prévu par l'hydroélectricité. Donc, on a beaucoup à turbiner, beaucoup d'énergie à générer, même pas mal d'eau pour l'irrigation et tout. Mais c'est une période maintenant quand les glaciers ils sont en fonte extrême et quand ce pic il est passé, ben il y en aura moins et cette eau elle sera ben, soit dans les océans, soit dans l'atmosphère ailleurs, mais elle sera plus stockée dans nos Alpes. Donc, on a comme un réservoir en moins, mais évidemment, on peut créer des réservoirs, comme tu dis, artificiels, et c'est déjà prévu, par exemple, pour les Alpes suisses, en tout cas, on a déjà dépisté un peu quels sont les bassins de rétention naturels, par exemple, les petits surcreusements créés par des glaciers, où il y aura des lacs naturels ou des lacs artificiels à créer encore à l'avenir pour mieux retenir l'eau en été. C'est vraiment, c'est plutôt un effet saisonnier. C'est pas que on manque d'eau en vue sur toute l'année, mais on manquera d'eau certaines périodes, surtout en été. Et quand tu vois, toi, tu as le nez dedans toute l'année, en tant que sportif, pour ton métier aussi. Mhm. Ça te fait pas flipper, tout ça? Bonne question. Bon, normalement, je suis une personne, j'aime bien les changements, donc je trouve ça intéressant aussi. C'est clair, toujours les gens, ils sont, ouais, c'est triste, les glaciers disparaissent, mais en même temps, c'est aussi méga intéressant. On vit une période où il y a beaucoup de changements rapides. On peut dire c'est catastrophique, c'est triste, mais c'est aussi intéressant. Évidemment, c'est flippant parce que maintenant, parfois, on observe des choses que même, disons, même des climatologues ou des glaciologues, ils n'avaient pas prévu si tôt, hein. Par exemple, qu'il fasse, je sais pas, plusieurs jours de suite, plus que 40 degrés en France, déjà en juin. Je pense que peu de climatologues avaient pensé ça pour 2022. Mais aussi ce qui se passe ouais, avec les glaciers. Là, par exemple, ben, il est mi-juillet, mais déjà en mi-juin, la majorité de la neige de l'hiver, c'était déjà disparu des glaciers dans les Alpes suisses. Genre, la limite de la neige était déjà remontée jusqu'à plus que 3000 mètres, ce qui est extrêmement rare. Normalement, ça arrive en août. Donc, ouais, il y a des choses qui font flipper, t'as raison. Mais moi, ouais, j'oscille entre flipper et admirer et essayer de comprendre, voilà. Mais tu vois, tu cites cet exemple pour cette année, mais à contrario, l'année dernière, sur le GR20, on avait encore donc la traversée de la Corse. Il y avait encore de la neige sur certaines portions jusqu'à mi-juin, alors que cette Oui, année, il y en avait plus depuis mi-mai, quoi. Donc, c'est ça. est-ce qu'il y a des variations comme ça qui sont assez folles, quoi?
C'est ça, donc ouais, ça c'est normal. Il y a, comment dire, ça c'est la météorologie aussi. Il y a des variations annuelles très grandes. Évidemment, l'année passée, on avait beaucoup de neige dans les Alpes sur les glaciers, même jusqu'en août, septembre. Mais malgré ça, parce qu'on avait eu un bon hiver évidemment et un printemps plutôt frais, mais malgré ça, on avait une fonte quand même rapide des langues des glaciers, donc de la partie basse de la zone d'ablation. On avait quand même une fonte rapide. Mais évidemment, il y aura toujours, même il peut y avoir une séquence peut-être de 3, 4 étés où il fait à nouveau assez frais. Et ce serait normal parce que c'est plutôt la météo et le climat, c'est ce qui se passe à long terme, donc à plusieurs décennies d'années, ouais. Hmm. Ouais, c'est ça. En fait, faut pas avoir d'une année sur l'autre, mais prendre sur une échelle de une C'est plus ça, grande, ok, une plus grande plage. Je comprends. ouais. Ah, c'est intéressant ces sujets parce que tu vois, depuis que j'ai commencé à me mettre un peu le nez dedans, et c'était suite à une conférence de Jean-Marc Jancovici. Ah oui, Euh, je connais bien. ouais, bah franchement, il est pas du tout optimiste pour l'avenir et pour le Non, coup, lui, il m'a fait flipper. ça c'est vrai, ben, franchement, oui. C'est clair, lui, il est très très réaliste, mais ouais, je pense qu'il communique bien, ouais, mais c'est flippant, ouais. C'est ça, et puis l'intervieweur lui disait mais t'as des enfants, moi aussi j'en ai, tu vois, on peut pas leur dire ce que tu dis. Il dit bah si, si, si. Si, 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 si. Mais c'est flippant? Oui. Oui, 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 oui. Bon, d'accord. Ouais, 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 je pense que Oh, ça aide plus si on le dit clairement, ouais, 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 il m'a un petit peu incité, tu vois, à reprendre mon vélo, à refaire mes ouais. petites, Ah, c'est bien. mes petites actions écolo du quotidien Mhm. qui me coûtent pas grand-chose et qui me donnent presque bonne conscience. Voilà. Je- Exact. Hmm. Mais bon, s'il fallait vraiment appliquer toutes les recommandations qu'il dit, je pense que c'est pas juste prendre son vélo pour aller chercher le pain qu'il faudrait mettre en place Oui, dans notre mode de vie. oui, oui. Mais après, je sais pas, mais ce qui dit aussi, c'est beaucoup, c'est pas seulement dans les mains de l'individu. Évidemment, beaucoup, oui. On peut arrêter de prendre l'avion, on peut arrêter presque de prendre la voiture ou autre. Mais beaucoup, c'est aussi quand même des grandes décisions. Par exemple, ouais, de quelle manière on produit l'énergie, quelle manière on chauffe les maisons à grande échelle et tout ça. Euh, et ça, c'est, ouais, Ouais, je recevais aussi sur le podcast, alors l'épisode n'est pas encore sorti quand ouais, on enregistre là, mais euh, Pierre qui a fait le Relais Jeunes. C'est un groupe de jeunes de Sciences Po qui ont fait un ouais, périple autour de la France de 3000 kilomètres oui. à pied et à vélo pour faire des conférences un peu partout en France. Et il disait que l'impact individuel, tout cumulé, si tout le monde était totalement 100% clean sur tout ce qu'il peut faire en termes d'écologie, ça représentait 30% de ce qu'il faudrait faire pour redresser la barre, et que en fait c'était des actions collectives et politiques Exact. qui étaient au cœur, quoi. Exact. C'est ça qui est fou. Même si on dit à chacun, ouais, tu dois pas faire ça, pas faire ça. Même si chacun fait un effort max, ça suffira jamais. Et c'est ça qui est fou. S'il n'y a pas les solutions structurelles de collectivité. Et c'est ça qui est fou. On essaie toujours bah, c'est clair, chacun est aussi responsable, mais on essaie de toujours de mettre trop de poids ou de responsabilité sur l'action individuelle, alors que, voilà, comme tu dis, presque 70% et de la collectivité, ouais. Hmm. Mm. Ouais, c'est un vaste sujet Mhm. et tu vois, j'ai mis un pied dedans et je suis engrainé là dans cette machine pour essayer d'en savoir un petit peu plus et c'est passionnant, mais Mhm. en même temps un peu flippant. Ouais, c'est un peu flippant, ouais. Ouais. Enfin bon, c'est comme ça. Mm. Euh,
Pascal, on a parlé de ton actu, on a parlé de climat. Tu vois, je ne savais même pas qu'on Mhm. allait parler de climat. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu aurais aimé aborder avant de clôturer notre échange? Euh, Qu'est-ce que... Ouais, peut-être j'aimerais juste peut-être résumer vite fait, parce qu'on a parlé de ce climat flippant, et sur ça vite fait, qu'est-ce que chacun peut faire ou veut faire. Et l'autre chose, non, moi c'est tout bon, ouais. Eh ben, vas-y. Ben, ce que chacun, parce que toi tu dis, ouais, c'est flippant. Moi, je pense que c'est important de pas se prendre le plaisir enfin, de vivre à cause de ça, parce que je sais qu'on peut se sentir très coupable parce qu'on se déplace. Je comprends, genre parce qu'on fait un long voyage en voiture ou en avion. Mais à mon avis, il faut quand même, je sais pas, il faut continuer à apprécier ce qu'on a, profiter de la vie et de la nature tout en faisant des ajustements dans sa vie quotidienne. Par exemple, manger la moitié de la viande par semaine ou voilà, comme toi tu fais, aller faire les achats en vélo, ce qui est vraiment des choses plutôt faciles à faire à mon avis. Mais pas complètement à tout renoncer parce que ouais, sinon peut-être la vie c'est plus c'est plus aussi ouais ce que c'était. Ouais. Donc, si je comprends bien, tu n'arrêteras pas de prendre l'avion pour aller faire des courses. Moi, je réduis, c'est ça. Moi, je réduis. Mais en fait, je suis aussi un petit peu, comme tu dis, flippé parce que je vois à quel peu d'action a été prise globalement. 70 à 80% de l'électricité globale est toujours produite à partir des énergies fossiles. Donc, oui, certainement, je prends déjà maintenant, je prends beaucoup moins l'avion qu'avant, mais je vais pas complètement arrêter. C'est peut-être un peu égoïste, mais c'est parce que j'ai des amis partout dans le monde, par exemple en Équateur ou en Asie, au Népal, et je vais essayer de limiter ça, disant, ok, je fais un ou deux gros voyages par an max, mais je vais pas complètement arrêter. J'ai déjà fait pas mal d'ajustements dans ma vie privée, par exemple. Changer le chauffage, j'ai une voiture électrique. Bon, avant, je prenais que les transports publics. Je mange surtout végétarien, etc. Et ouais, c'est un peu ouais mon compromis. C'est ça le mot, je crois que c'est le compromis, en fait. Ouais. C'est entre celui qui n'est pas du tout sensibilisé et qui roule en Hummer, mange des entrecôtes tous les midis et puis je grossis le trait et puis qui chauffe sa maison, je ne sais comment, à 48 degrés tous les jours. Ouais. Et puis celui qui vit pieds nus en Sarwell dans une forêt en mangeant des pousses de bambou. Il y a un juste milieu pour nous contemporains et puis en plus c'est difficile et c'est, je dirais presque même impossible de changer et de révolutionner son quotidien. De toute façon, on le voit avec les résolutions du Nouvel An qui tiennent jamais. Euh, Ouais. c'est compliqué en fait de changer comme ça du jour au lendemain toute sa vie et toute son éducation aussi parce que c'est des choses qui sont ancrées aussi en nous depuis tout petit. Ouais. Donc essayer d'évoluer comme ça en faisant petit pas, comme Ouais. on disait à La Réunion, tipa tipa, la redoute les lâches, je crois. Mais tu Ouais. vois, de mettre des petites choses comme ça dans son C'est quotidien ça. et de trouver des compromis en fait. Ouais. Et je dirais où on met son, comment dire, où on met son argent et ses investissements, pas seulement financiers, mais son énergie, ça c'est clair, ça fait un grand impact. Et je pense que c'est sous-estimé, ouais. Mais ouais, tes petits pas. Et c'est clair que éviter un vol, un long vol, ça fait une énorme différence. Mais changer son chauffage qui était avant au mazout vers un chauffage qui est au pompe à chaleur, peut-être aussi avec du solaire sur le toit, ça change beaucoup plus sur l'espérance de vie du chauffage. Ça change tout.
Donc, il faut penser à des choses comme ça aussi, structurelles. Bon, bah, ce sera ma prochaine étape dans mon cursus de greenitisation. Je vais me greeniser. On va inventer des mots comme ça. C'est très américain, ça. De toute façon, c'est mon podcast. Je fais ce que je veux, j'invente des mots si j'ai envie. Écoute, merci beaucoup Pascal, en espérant te revoir très vite performer et dégommer des courses comme Zegama ou la Skyrun ou que tu as fait 3e, je crois, de mémoire sur cette course. Oui, l'année passée, j'ai fait 3e. C'était une jolie course. C'est fou les spectateurs là-bas. C'était vraiment cool. Ça, c'est vraiment une course. Moi, j'ai pas du tout le même niveau que toi, très très loin d'ailleurs. Mais je pense que même pour le milieu du peloton, ça doit être une course incroyable à faire et il faut que je la coche celle-ci un jour à mon tableau. Oui, il faut. Il y en a des choses à faire, comme tu dis. Et tu vois, j'ai pour le sujet de prendre l'avion, de voyager, de se déplacer, j'ai fait un petit calcul simple. Tu vois, j'ai 35 ans cette année. Je me suis dit que l'ultra trail, c'est un sport que tu peux pratiquer jusqu'à tes 65 ans. Ça devrait pouvoir se faire. Ça veut dire qu'il me reste 30 ans de pratique à raison de 2 ultras par an. Ce qui est plutôt raisonnable. C'est raisonnable. De la santé. Ça veut dire qu'il m'en reste 60 à faire. Et si tu fais ce calcul-là, tu te dis 60, bah finalement, il faut bien les choisir, quoi. Et ça fait que tu peux en faire un en France, parce qu'on a la chance d'en avoir en France ou en Europe. On a la chance d'en avoir quand même pas mal. Et puis un autre dans le monde, ailleurs, une fois par an. Et ça fait plutôt un bon compromis, non? Moi je trouve, c'est cool parce que tu découvres un qui est vraiment exotique peut-être par an et tu fais peut-être aussi des vacances avec la famille là-bas, que ça vaut la peine. Et puis un autre, il y en a tellement en Europe, c'est fou, hein. On pourrait courir toute notre vie des courses en Europe. On ferait pas tout, je crois. C'est ça. Donc voilà, compromis, aventure, découverte, on s'empêche pas de vivre, mais on a quand même une conscience. Et je crois que ça résume plutôt pas mal notre échange. Merci beaucoup Pascal pour ton temps. Merci à toi François. Avec plaisir et à bientôt. À bientôt, et puis salutations à Serge qui m'a introduit à toi, à ce podcast. Le fameux Serge. Les vrais comprendront. Allez, salut. Ok, salut François. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'une bonne bière artisanale bretonne, d'infos sur le Grand Raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact@planettry.com. À bientôt.